RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Notez que ça fait maintenant 21 jours que des quartiers comme Margaillard au Gosier n'ont pas d'eau, malgré la réparation de la casse sur le FIDER, donc le réseau principal. Eh bien, eux sont toujours privés de la ressource. Ils en ont eu quelques petits moments, quelques heures par jour, et encore pas tous les jours. Je crois que 20 heures cumulées tout au plus sur 21 jours, ça commence vraiment à faire long et ils aimeraient bien effectivement que les autorités fassent le nécessaire afin qu'ils soient au moins réapprovisionnés une journée, le temps de refaire leurs réserves ou bien de remplir par exemple le château d'eau de Margaillard. Et avec la mobilisation des planteurs de canne, des questions se posent sur l'approvisionnement en sucre de l'île. Alors pourrez-vous vous en passer si nécessaire? Nous sommes partis à votre rencontre. Regardez. Après, ça a une conséquence, parce que des fois c'est difficile de trouver du sucre. On est obligé de prendre du sucre qui vient d'ailleurs. Actuellement, pour l'instant, non. Mais c'est vrai qu'on peut éprouver des inquiétudes. Non, parce que je ne consomme pas de sucre. Donc ça n'a pas d'incidence sur ma consommation. Mais je ne suis pas très sucre. Mais c'est un combat qu'ils ont à mener, je reste sur ça. C'est vrai que quand on aime consommer local et qu'on a de l'intérêt pour justement faire marcher ce qui est local, on s'inquiète un petit peu. Puis même pour la branche ici, quoi. On se dit que pour l'avenir, c'est pas rassurant. Au quotidien, non, parce que je prévois. mais beaucoup de personnes sont très inquiets. Non, pour l'instant, là, tout de suite, là, non. Mais quand même, ils ont raison. Il faut reporter manœuvre. Par rapport, c'est pas au plaisir qu'on fait ça. Et il faut que tout le monde soutienne nous, la plupart, la majorité, tu vois. Parce que c'est pas un simple plaisir qu'on fait ça. Pas du tout. Donc, vu que je suis un petit peu je suis diabétique, donc j'évite trop le sucre. Donc, on n'utilise pas trop le sucre, vraiment. Parfaitement, parce que la dernière fois que je suis venue ici, dans cette enseigne, tout le rayon de sucre était vidé. Il n'y avait que du sucre de betterave. Donc, moi, ça m'embête parce que j'avoue être un peu amatrice de sucre. Personnellement, je n'utilise pas de sucre trop souvent, mais des fois, on en a vraiment besoin. Très peu, le café le matin. C'est tout. Dans mon café, je fais des gâteaux, des pâtisseries. Je fais beaucoup de choses avec le sucre, des masques de beauté aussi pour la peau. Je consomme local, j'aime beaucoup le sucre de Guadeloupe. Quotidiennement, je dirais, c'est autant pour la pâtisserie, pour beaucoup de choses. Donc, je dirais plusieurs fois par semaine. Après, on est comme tout le monde, on fait attention. Retour maintenant sur le conseil communautaire de Cap Excellence. Les élus se félicitent des finances qui sont au beau fixe et en équilibre. De quoi investir 600 000 € notamment sur la technopole Audacia ou encore réduire la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire. Regardez. Nous avons 20 points à l'ordre du jour que nous examinons. Nous en sommes au compte administratif. Nous avons une bonne nouvelle pour les amis miens bémaotiens et Pointois, puisque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères va baisser dans les 3 communes, impôt qui baisse. Le budget primitif est ambitieux en investissement et une prudence en fonctionnement. Maintenant, nous avons un compte administratif qui est sain avec 3,6 millions d'euros d'excédent, juste ce qu'il faut pour rester dans l'équilibre. Nous allons profiter pour développer Audacia, le technopole d'Audacia Bimao, au Mont-Bernard, avec plus de 600 000 € d'investissement pour une première tranche. La ZAC de Perrin, évidemment, cette grande ZAC de Perrin, se trouve le CHU, l'agroparc et bon nombre d'aménagements que nous allons y introduire, notamment en termes de pôle santé. Mais nous en avons pour 3,6 millions d'euros aussi de travaux et des investissements également sur la zone d'activité économique de Pointe-à-Pitre. Donc, nous sommes au travail et nous ne rechignons pas la peine.
Un reportage signé Michel Depape. Et on se rend à ISP Informatique qui dispense des formations à destination des adolescents. Bien qu'ils soient issus de la génération Internet, ils font face à un problème bien connu, l'excès de choix. Au vu du nombre d'applications disponibles et ce nombre est en évolution constante, difficile de trouver les meilleures références. Ils suivent donc un programme pour intégrer les outils et logiciels les plus efficients. Le reste en images. Informatique organise une formation à destination des ados donc sur 3 matinées, 3 jours dédiés à la pratique de l'informatique et du numérique. Donc l'idée c'est de leur donner toutes les billes, tous les outils gain de temps pour pouvoir utiliser ces outils au quotidien dans leur scolarité mais aussi de façon personnelle. Donc, par exemple, ils auront l'occasion d'aborder les outils et logiciels incontournables tels que Word, Excel, PowerPoint, mais aussi des outils gain de temps type ChatGPT, PDF et également une sensibilisation sur la cybersécurité, les dangers et les limites du numérique. Je suis là aujourd'hui pour faire de l'informatique, pour apprendre à utiliser un ordinateur. Sur le thème du brevet, du brevet du collège, on a fait un texte et on a fait la page de garde pour l'instant. Il faut savoir qu'ils étaient tous volontaires, donc il n'y en a aucun qui a été vraiment forcé ou poussé par les parents. Généralement, on a échangé avec les parents pour bien comprendre les besoins. Et puis c'est vrai que bien souvent, c'est une génération qui est surtout sur les smartphones et pas forcément sur l'outil classique informatique. Là, typiquement, ils sont sur des ordinateurs fixes, mais ils auraient aussi très bien pu être sur des ordinateurs portables. Ils avaient aussi la possibilité d'ailleurs de ramener leur propre matériel. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors là, disons que ça commence timidement, c'est normal, mais ils n'hésitent pas à poser les questions. On a tout fait pour les mettre à l'aise aussi et pour qu'ils puissent apprendre dans les meilleures conditions, rapidement, et qu'ils puissent surtout mettre à profit tous les apprentissages par la suite. Je ne sais pas forcément utiliser un ordinateur parce que je suis plus sur mon téléphone que sur un ordinateur. Donc je suis venue ici pour apprendre à utiliser certains logiciels, afin de pouvoir réaliser mon oral de brevet et pour me renseigner aussi sur la technologie parce que je ne suis pas très forte en ça. La prochaine formation aura lieu pendant les grandes vacances, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux ou à nous contacter directement. Donc c'est ISP Informatique sur les réseaux. Vous avez le numéro 05 90 26 68 74 ou l'adresse mail formation@isp-informatique.fr si vous avez besoin d'enseignement. Un reportage de Solène Fèvre. Et on enchaîne avec les rencontres de la mobilité et de la transition énergétique. Les acteurs du transport se penchent sur la maintenance de leurs véhicules, mais surtout sur leur verdissement et à l'électrification des flottes. Des projets pour le développement durable qui nécessitent à la fois des financements publics et privés qu'il faut trouver. Regardez. Aujourd'hui, cet événement a été organisé pour que nous puissions tous se mettre autour de la table, tous les acteurs aujourd'hui de la mobilité, que ce soit les organisations du transport, que ce soit les autocaristes, que ce soit les constructeurs, que nous puissions au moins être ensemble pour réfléchir et se donner une direction pour l'avenir, effectivement, puisque la transition énergétique, c'est une obligation. Nous devons prendre les choses à cœur et à bras-le-corps. Le projet TCSP, c'est un projet qui est complexe, avec multiples contraintes, sécurisation foncière, des coûts élevés, une concertation nécessaire à faire au niveau également de la population. Toutefois, en Guadeloupe, les élus ont fait le choix d'améliorer l'offre de transport, notamment par un projet de TCSP. Donc, je pense que c'est un projet qui verra le jour, effectivement, avec une volonté politique forte, mais aussi donc une concertation avec la population, avec le public concerné, de manière à permettre ce beau projet qui permettra d'améliorer les flux de circulation, notamment aujourd'hui au niveau de l'agglomération centre. C'est important pour nous de montrer que l'autobus, l'autocar, le transport collectif d'une manière générale est une réponse pertinente aux défis et aux enjeux de l'époque que nous vivons, aux défis et aux enjeux du territoire, que ce soit le défi du coût de la vie, sur lequel le transport collectif est effectivement une réponse adaptée. Je pense également au défi de la transition énergétique. Plus d'autobus, plus d'autocars sur la route, c'est moins de pollution et moins d'émissions. Voilà un petit peu le sens des débats et des échanges que nous avons. Il faut savoir qu'il y a un cadre réglementaire qui entoure quand même le verdissement des flottes de véhicules, notamment pour ce qui est du transport, donc lourd, de marchandises et de voyageurs.
Clairement, il n'y a pas de solution toute faite. Un panel de solutions s'offre à nous. On parle de mobilité hydrogène, de mobilité au gaz, avec le GNV, le bio-GNV, de mobilité électrique. Clairement, le territoire, aujourd'hui, n'a pas de position, établie sur le sujet. Il faudra expérimenter différentes formes de solutions. La région Guadeloupe-Dossoro a effectivement donc, une stratégie de prospective. D'ailleurs, se penche fortement sur ces réflexions. Là, nous allons nous intéresser aux biocarburants, mais également au vecteur hydrogène, qui pourrait demain servir, donc, je dirais, de carburant, si je peux me permettre, et servir à la transition de cette mobilité lourde, qui est aujourd'hui fossile, vers une mobilité, je dirais, décarbonée. C'est plutôt une belle aventure dans laquelle, de toute manière, il faut se lancer et éviter de subir, en tout cas, cette nouvelle réglementation. Donc, c'est d'où l'intérêt de se mettre autour de la table, d'en discuter le plus tôt possible pour prendre la bonne direction ensemble. Nous avons intérêt tous ensemble à travailler, que ce soit les transporteurs, les autorités organisatrices, les collectivités, les syndicats. Nous avons intérêt à nous regrouper parce que c'est ensemble que nous trouverons les solutions pour répondre aux défis et aux besoins du territoire. Un reportage d'Olivier Félix. Et maintenant, je reçois Patrick Mangot, président de l'Association des métiers du bois de Guadeloupe. Bonsoir, monsieur Mangot. Bonsoir, Aaron. Bonsoir à tous les auditeurs de Canalis. Alors, j'espère bien qu'on va prendre un abonnement annuel, puisque vous organisez de nouveau cette année, pour une nouvelle édition, la Fête du bois. Non, ce n'est pas la Fête du bois. Cette fois-ci, c'est la première de la porte ouverte des métiers du bois. Porte ouverte des métiers du bois. Où on n'aura que les acteurs du bois, les professionnels du bois. Autour de cette filière, on verra la diversité et la richesse de cette filière. Nous aurons des professionnels, des constructeurs de maisons, des ébénistes, des menuisiers, des bûcherons, et vraiment une véritable... Aujourd'hui, on peut dire que la filière commence à s'organiser autour de cette association. Donc vous allez présenter tous les métiers disponibles ici en local ? Oui, tous les métiers au niveau de cette filière, la filière bois, mais surtout, l'année dernière, on a permis à quelqu'un de gagner un bungalow. Cette fois-ci, ce sera encore un abri transformable en bungalow. Donc on permet à tout et chacun, à chaque année, d'avoir une ouverture, une possibilité d'avoir un commencement dans la vie. Donc ça se fédère. De plus en plus d'artisans du bois adhèrent au projet. Oui, aujourd'hui, nous nous rendons compte, c'est surtout les jeunes. Nous parlons de transmission, du savoir-faire. Et aujourd'hui, des jeunes ont pu créer leur propre entreprise en auto-entrepreneur dans cette filière. Nous avons une richesse, nous avons le bois dans nos forêts aujourd'hui. Nous travaillons aujourd'hui pour mettre en place une unité de production, la transformation et vraiment faire en sorte que nous arrivons à exporter une partie de ce bois noble qui a été travaillé chez nous. Alors, j'ai beaucoup de questions justement à poser sur le mahogany. On en parlera plus amplement dans le focus de demain soir. On va se consacrer vraiment à faire un zoom sur la filière bois. Vous le dites, il y a la ressource, on a la richesse présente sur le sol guadeloupéen. Est-ce qu'on a les formateurs pour transmettre le flambeau? Nous avons les formateurs et effectivement, aujourd'hui, nous avons fait quand même, nous sommes approchés de la Chambre des métiers qui est prêt à former les chefs d'entreprise qui sont en fin de carrière pour être des formateurs, pour former les jeunes. Parce que ça reste des artisans. Donc ils doivent transmettre leur savoir-faire, effectivement. Ils doivent transmettre leur savoir-faire à cette jeune génération. Et la grande surprise, c'est que nous rendons compte qu'il n'y a pas que les hommes. Les femmes aussi ont pu travailler autour de la filière bois et ouvrir leur propre entreprise. Il y a un véritable engouement. Et nous sommes vraiment le dernier rempart pour faire la transmission. D'accord, mais qu'il se fasse comme il faut. Donc, vous organisez donc, on avait le salon du bois, là on a une nouvelle déclinaison, on a donc les portes ouvertes des métiers du bois. Ça se passe quand et où? Le 13 et 14 avril, à l'espace Les Métiers du Bois, la zone industrielle, la zone artisanale de Pointe-Noire, aux Plaines. Et surtout, vous allez voir que nous avons pu marier tout ce qui est authentique et la modernité avec une maison en gaulette. Ça, c'est magnifique. Une maison en gaulette. C'est quoi une maison en gaulette? Avant, on avait des maisons avec des fléchettes de bois. Aujourd'hui, nous avons une maison réelle. Au lieu de faire du bardage, ce sera des gaulettes, des fléchettes de bois. Donc, vous développez de nouvelles technicités adaptées à notre climat, à nos saisons. Tout à fait, Harold. Donc, c'est à voir.
le 13 et 14 avril, c'est à ne pas manquer. Donc on en discutera demain, on en parlera vraiment. J'ai beaucoup de questions, Voilà. Parce que l'année dernière, on avait déjà entamé la discussion autour de ça. Vous nous aviez parlé de la ressource qui est en quantité effectivement dans la forêt, des difficultés à la récupérer. J'ai vu qu'il y a des petits programmes qui ont été lancés. J'ai vu un petit peu sur Petit-Bourg, j'ai vu le maire de Petit-Bourg lancer des petits programmes. Je veux savoir, et on veut savoir comment ça se passe. Et si c'est bien sur les rouages, si on ne va pas laisser le bois pourrir là ou que d'autres vont venir le récupérer, et sur aussi l'organisation de la filière, que ce soit en termes de formation ou en termes d'écoulement, effectivement, parce que ni bois c'est bien, fait meuble c'est bien, mais il faut les vendre aussi. Il faut les vendre. Et il y a une demande. Il y a une demande, mais surtout, nous avons un bois précieux. Il ne s'agit pas de le brader. Il faut vraiment transformer ce bois, et parce qu'on n'a pas du bois vraiment, nous n'avons pas du bois pour pouvoir vraiment construire toutes les maisons, d'accord. Mais nous avons du bois pour faire des habillages de bateaux, habillages d'appartements et construire quelques maisons avec ce bois précieux. Merci beaucoup Patrick Mangot, je le rappelle, président de l'association des métiers du bois, et on se retrouve demain, ce sera dans le Focus, donc à partir de 19h où vous serez avec d'autres artisans du bois et on pourra effectivement parler plus amplement de cette filière qui se développe. Merci monsieur Mangot. Et on part maintenant pour l'inauguration des œuvres d'art de l'opération de sécurité routière Nous Toutes à bord. Un ensemble de portraits ont été disposés au rond-point de Beau-Soleil pour sensibiliser le public au fait qu'un accident impacte à la fois la victime mais aussi ses proches, les services de secours et les soignants. Des tableaux signés Brix sous effectivement le patronage du cabinet Henri Copette. Regardez. Nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer donc, ce monument donc, à l'honneur donc, des intervenants, bien entendu, sur tout ce qui est accident de la circulation et des victimes, donc, pour sensibiliser donc, les automobilistes sur les risques de la route. Alors c'est la volonté de sortir des silhouettes noires. Vous savez, quand il y a un décédé, un motard, on met une silhouette noire. J'ai voulu qu'on voit le regard de Guadeloupéens, comme nous, qui peuvent être victimes d'un accident, mais qui peuvent aussi aider ceux qui ont un accident, comme les médecins, comme les sapeurs-pompiers. C'est l'idée d'humaniser, si vous voulez, des situations qui sont aujourd'hui extrêmement tristes, extrêmement délétères, pour pas qu'il y ait du recul vis-à-vis de ce malheur, de toute cette accidentalité. Victime d'accident de la route, le 30 mars plus précisément en 2014, cela fait 10 ans maintenant. Donc aujourd'hui j'ai participé au projet Nous Toutes à bord, afin de pouvoir faire un message passé surtout aux jeunes qui puissent prendre conscience que la route n'est pas un jeu, qu'on n'est pas seul sur la route. Il faut savoir partager la route. Et puis, afin d'éviter des accidents comme moi. Donc, c'est pour cela aujourd'hui j'ai participé au projet. Donc, sur ce panneau que nous avons derrière nous, là, nous pouvons voir donc... Bien entendu, donc, une sapeur-pompier, le docteur Porté-Cop, donc, qui est intervenant aussi au niveau du SMUR, et deux victimes de la route. Donc, bien entendu, il y a d'autres services qui concourent, bien entendu, aux accidentés de la route, mais c'est pour donc, sensibiliser les automobilistes pour dire que la route, c'est l'affaire de tous. On voit derrière le cube, en fait, sur ce rond-point, du coup, qui représente 4 portraits. 2 victimes d'accidents de la route et 2 soignants ou 2 aidants qui ont participé aussi aux actions pour les accidents de la route sur les routes de Guadeloupe. Et mon action, elle était en lien avec le cabinet Copé pour faire une action de sensibilisation sur la sécurité routière et les accidents en Guadeloupe. Ici, nous sommes précisément sur la route nationale 2, au niveau du giratoire de Beau-Soleil. Par rapport à cette manifestation, nous avons mis en place un rétrécissement de chaussée sur le giratoire. Pour ce faire, il a fallu aussi réduire la voie sur la RN2 en sortant de Pointe-à-Pitre, ainsi que du côté de Sainte-Rose. Alors les moyens engagés, alors 6 personnes, une signalisation d'approche et de position, ainsi qu'au préalable quand même une certaine préparation pour l'entretien du giratoire. Et on parle sport avec la première journée d'entraînement de la Corsair Rugby Academy au Crêpes Antilles-Guyane. On a eu la chance que ce soit le RSMA et le club des Jaguars du RSMA qui nous accueillent pour cette manifestation. Ça permet d'avoir un stage de rugby à haute densité, beaucoup de qualité. On profite de la venue de Marc Lièvremont, ancien coach de l'équipe de France, et Brian Limbenberg, ancien joueur de l'équipe de France, qui a des méthodes de coaching totalement novatrices. Dans ce jeu-là, ludique, on a rajouté petit à petit quelques consignes. Donc c'est un peu la mémoire qui a commencé à travailler un peu, de rappeler les couleurs et les gestes.
Et tout de suite, là, on est dans une situation de jeu où les joueuses et les joueurs doivent prendre en compte le ballon, le défenseur, le geste, le couleur. Donc, ils traitent déjà tellement de choses qui se passent dans leur cerveau qui est génial. Donc, physiquement, ils commencent à s'échauffer, mais surtout dans la tête. Donc, c'est tout ce côté cognitif qu'on veut ramener façon ludique dans un entraînement pour débuter. Et justement, comme on entend rigoler derrière, ils passent un bon moment, mais en fait, sans rendre compte de tout ce qui se passe dans leur cerveau. Donc, c'est génial. Ça paraît très simple, mais en même temps, c'est un exercice qui est très complexe et qui permet vraiment de travailler technique individuelle, concentration, vitesse et peut-être même mettre du physique aussi avec une dimension en plus ludique. C'est bénéfique pour les joueurs, c'est aussi bénéfique pour nous les éducateurs parce que c'est une méthode innovante qui permet d'associer des gestes techniques avec ce qui se passe aussi dans le cerveau au niveau mental, au niveau cognitif. Donc on avait déjà connu ça il y a 6 ans, il y a 4 ans, Brian et Marc étaient déjà venus pour nous présenter la méthode. Là la méthode a évolué, en plus des ballons pédagogiques avec les couleurs, on a aussi des ballons comme vous voyez derrière avec ballon de hand et ballon de basket pour vraiment travailler tout ce qui est habileté et tout ça relié au cerveau. Donc c'est vraiment très riche et on voit que c'est ludique aussi, on s'amuse. C'est très enrichissant, ça nous permet de voir autre chose, de nouvelles pratiques et puis on fait marcher le cerveau là sur ces jeux-là. O-News Radio sur outremernews.fr.